C'est l'histoire d'une guerre qui passe en dessous des radars de nos grands médias. Vous n'en entendrez quasiment jamais parler à la une des JT de 20 heures et vous ne verrez pas de plateau d'experts vous expliquer les origines de ce conflit. Et pourtant, comme Gaza aujourd'hui, le Soudan est depuis plusieurs mois à feu et à sang, avec un bilan extrêmement tragique. Plus de 12 000 morts et 7 millions de déplacés depuis le déclenchement des hostilités en avril dernier. Des chiffres qui nous proviennent de l'ONU mais qui sont largement sous-estimés, tant des pans entiers du pays se retrouvent coupés du monde depuis des mois. C'est donc un massacre en vase clos que subit la population civile, prise entre les feux de l'armée régulière qui combat les paramilitaires des forces de soutien rapide. Et si, selon l'expression désormais consacrée, une vie vaut une vie, la communauté internationale semble bien se désintéresser de la vie des Soudanais. Cette histoire, aussi tragique soit-elle, on vous la raconte aujourd'hui sur le média en essayant d'en comprendre les causes et les issues possibles. Et pour en parler, c'est avec un fin connaisseur du Soudan que nous sommes aujourd'hui, Marc Lavergne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur émérite de recherche au CNRS, spécialiste de la Corne de l'Afrique, et vous avez dirigé plusieurs instituts français de recherche à l'étranger, dont un à Khartoum, la capitale du Soudan. Donc. Première question, pour poser le contexte, pourquoi et comment la situation s'est-elle embrasée le 15 avril dernier au Soudan? Il faut remonter à l'année 2018 où le peuple soudanais s'est révolté contre une dictature militaire de 30 ans, militaro-islamiste comme on l'appelait, Omar el-Béchir. Par le général Omar el-Béchir. Alors, il y a eu cette révolte populaire qui a donné une transition démocratique qui a duré 2 ans entre l'armée et les civils qui devaient gouverner ensemble le pays en attendant des élections. Bon, tout ça a débouché sur un coup d'État, je dirais, de l'armée qui a écarté les civils. Et ce qui s'est passé le 15 avril 2023, c'est une scission entre les deux parties de l'armée. C'est-à-dire qu'on a maintenant d'un côté l'armée régulière et, comme vous l'avez mentionné, des forces de soutien rapide qui sont des supplétifs de l'armée. Donc on n'est pas devant une... Ce sont des paramilitaires. Hein. C'est-à-dire qu'ils font le sale boulot, on peut dire, là où l'armée ne peut pas intervenir parce que c'est trop loin du centre, c'est trop loin de ses casernes. Et puis ça demande de connaître la population, de connaître le terrain. C'est-à-dire que ces forces de soutien rapide, comme on les appelle, dirigé par un monsieur qui s'appelle Mohamed Hamdan Dagalo. Hein, on l'appelle Hemeti depuis qu'il est tout petit. Surnom, oui. C'est son surnom, mais il est connu comme ça. Il a recruté des jeunes sans travail, sans avenir, dans cette région lointaine qui est le Darfour. Et puis, il a constitué une armée qui est devenue plus forte que l'armée régulière, finalement. On va en reparler, mais comme vous le disiez à l'instant, il y a eu déjà une espèce de fracture entre la fin du règne de 30 ans d'Omar el-Béchir et ce qui a été une tentative de transition démocratique, mais qui en fait a échoué totalement. Elle a échoué, elle a été soutenue du bout des lèvres par les démocraties occidentales, en particulier la France d'ailleurs, qui ont donné un encouragement à toute cette jeunesse qui faisait une sorte de mai 68, si vous voulez, à Khartoum essentiellement, dans la capitale, et puis dans toutes les villes du centre du Soudan. Il faut bien voir que le Soudan, c'est 3,5 fois la France comme superficie, hein, donc c'est très vaste. C'était autrefois le plus grand pays d'Afrique. Et il y a des villes, donc une jeunesse urbaine, une jeunesse mobilisée, politisée, qui d'ailleurs est sortie de 30 ans de dictature, encore une fois, où elle n'avait pas pu s'exprimer, et qui espérait la démocratie et en même temps le redressement économique, parce que c'est un pays qui était pillé par son armée, un pays qui a du pétrole, qui a des ressources agricoles, mais qui finalement était dans la misère depuis 30 ans de ponction, je dirais, par l'armée, qui prenait 80% du budget national. Donc cette jeunesse, eh bien, elle a assisté de façon tout à fait impuissante à ce conflit entre deux branches de l'armée, la branche officielle et puis une autre branche qui n'était intéressée les deux que par se partager les richesses du pays. Et c'est ces deux branches qui, au départ, en 2021, étaient quasiment main dans la main pour perpétrer le coup d'État contre la tentative de transition
démocratique qui est passé donc d'une espèce de coalition militaire à aujourd'hui à s'entre-déchirer entre... En fait, il ne s'agit pas tout à fait d'une guerre civile, c'est une guerre entre les militaires. Voilà, entre dans laquelle les civils paient les frais. On peut même dire deux personnages, hein, parce qu'il y a d'un côté le chef de l'armée, le général Burhan, et d'un autre côté Hemeti, dont on parlait à l'instant, qui sont des gens qui se connaissent très bien, qui étaient les piliers je dirais, du régime de Omar el-Béchir. Hein. Et ils ont trahi leur chef. Ils se sont débarrassés de Omar el-Béchir en avril 2019 parce qu'il était sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et donc, il était devenu embarrassant. Et chacun des deux camps, encore une fois, cherchait à exploiter les richesses du pays. Donc il n'y a pas de projet, disons, concurrent pour un Soudan qui soit démocratique, islamiste, tout ce qu'on veut. Il y a juste l'emporter sur les autres. Et le peuple soudanais qui était mobilisé pour la démocratie, pour la liberté, pour le pluripartisme, eh bien, il regarde de façon tout à fait impuissante cet affrontement entre ces deux géants. Qui, néanmoins, ont quand même des profils assez différents, parce que le général al-Burhan est quand même un peu un apparatchik qui a été moulé dans le système Béchir, contrairement à Hemeti qui se dit être plus proche du peuple, qui d'ailleurs recrute ses miliciens dans la population. Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est là-dessus qu'il y a eu la rupture. C'est-à-dire que l'armée, c'est une armée qui a été formée, la plupart des généraux, en Égypte. Donc une armée qui a priori le sens de l'État et qui a une discipline, qui a des uniformes, qui a d'ailleurs un professionnalisme. Le général al-Burhan est un proche d'Abdel Fattah al-Sisi, le oui, président tout à fait, oui. Mais ce n'est pas le seul, parce que le Soudan a été longtemps une sorte de colonie de l'Égypte. Hein. Il y avait le Soudan anglo-égyptien pendant toute la première moitié du XXe siècle. Donc le Caire est une sorte de capitale derrière Khartoum pour les gens qui veulent faire des études, qui veulent se soigner, etc. Alors, il y a eu cette rupture parce que le général al-Burhan, dont on parle, le chef de l'armée, a voulu intégrer de force les paramilitaires qui ont refusé, parce que eux, depuis quelques années, ils ont réussi à mettre la main sur le trafic de l'or qui est exploité au Soudan, des migrants, de toutes les contrebandes de part et d'autre de la frontière. Et puis d'un autre côté, ils ont même créé des mercenaires. Ils sont devenus mercenaires pour le compte des Émirats arabes unis ou de l'Arabie saoudite dans leur guerre au Yémen. Tous ces gamins qui sont nés dans les camps de déplacés des années 2000, 2005, 2008, hein, leurs parents sont encore dans des camps. Ils ont été chassés de leur village. À l'époque, on se souvient de cette histoire, sauver le Darfour, etc. Il y avait toute une mobilisation internationale. Eh bien, ces gamins, aujourd'hui, avec Hemeti, ils ont trouvé du travail, ils ont trouvé des salaires. Les mercenaires sont payés $1000 par mois. Donc, c'est une somme énorme qu'ils apportent à leurs parents qui sont dans les camps à cause d'Hemeti et qui maintenant remercient Hemeti d'embaucher leurs gamins. Hein. Donc, ils ont refusé de s'intégrer dans l'armée parce que l'armée visait évidemment récupérer le trafic de l'or, récupérer tous ces trafics pour eux. Et c'est ce trafic de l'or, sachant que les forces de Hemeti contrôlent énormément de mines d'or, c'est ce trafic de l'or qui leur permet de financer leur guerre contre le pouvoir central. En effet, il y a eu ça. Il y a eu aussi donc l'argent de l'Arabie saoudite et des Émirats qui ont payé des mercenaires, mais qui ont payé Hemeti. Donc Hemeti est devenu quelqu'un de très riche, très puissant. Et puis, il y a le contrôle des frontières avec le Tchad, la Libye, les migrants. Tous ces gens-là sont rackettés. Il y a aussi tout ce commerce de contrebande transfrontalier. Tout ça enrichit les caisses des supplétifs qui sont plus riches que l'armée. Pour revenir un petit peu à l'actualité, les forces du général Hemeti ont donc pris une très grande ville récemment, celle de Ouad Madani, une des plus grandes villes du Soudan. Est-ce qu'on peut parler de tournant dans cette guerre? Est-ce que l'avancée des paramilitaires peut être inquiétant pour l'armée régulière en place? Moi, je pense que c'est un tournant stratégique fondamental. C'est-à-dire que ces supplétifs sont originaires pour l'essentiel du Darfour, c'est-à-dire d'une région qui avait déjà été le théâtre d'une guerre au début des années 2000, et donc un pays extrêmement perturbé. Et on a d'un côté donc des aventuriers, des gens
je dirais, qui n'ont pas le sens de l'État, mais qui veulent piller des ressources. Ce sont ces gens du Darfour. Et d'un autre côté, il y avait l'armée qui était sur la vallée du Nil, Khartoum, enfin, avec des gens qui ont un sens de l'État, avec des fonctionnaires, avec une administration. Donc il y avait ce clivage entre le centre et la périphérie du Soudan, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, en Afrique et ailleurs. C'est-à-dire que les gens des périphéries se sentent brimés par le centre parce qu'ils n'ont jamais reçu la part du budget qu'ils auraient dû avoir pour se développer. Alors aujourd'hui, ce qui se passe avec la prise de Wad Medani, c'est vraiment l'entrée des supplétifs au cœur du Soudan utile, du Soudan fertile. C'est la Mésopotamie soudanaise, entre le Nil blanc et le Nil bleu. Ce sont des terres qui produisent de la canne à sucre, du coton, toutes sortes de produits qui peuvent se vendre et de produits qui faisaient la richesse du Soudan, parce que c'est les Anglais qui avaient développé ça pour payer l'administration soudanaise, un peu comme ils l'avaient fait en Égypte. Donc c'est la richesse du Soudan. On est au cœur du Soudan. Et à partir de là, les forces de déploiement rapide, de soutien rapide, peuvent aller dans toutes les directions. Vers la mer Rouge, vers l'Éthiopie, vers le Sud-Soudan. Elles contrôlent un nœud de communication. Et puis maintenant, elles veulent se développer à partir de là. Et l'armée, on voit qu'elle est impuissante, finalement. Moi, je suis très surpris parce que je connais bien Wad Medani, qui est une ville à 200 km de Khartoum. On ne pensait pas que cette capitale économique allait tomber pratiquement sans coup férir, sans bataille. C'est-à-dire que l'armée est démoralisée. Les soldats n'y croient plus. Donc, le Soudan est à portée de main pour Hemedti aujourd'hui. Alors, dans cet affrontement, on a donc les civils qui se retrouvent pris entre deux feux, je le disais. La situation humanitaire est catastrophique. Selon le CICR, 80% des établissements de santé ne fonctionnent plus au Soudan. 25 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire pour vivre, pour survivre même, je devrais dire, et sur une population donc, de 45 millions. Les deux côtés ont l'air de ne pas tenir compte de la situation humanitaire qui est de plus en plus catastrophique. On voit des bombardements indiscriminés sur des populations de la part de l'armée régulière et de l'autre côté, des crimes de guerre, des viols, des massacres de la part des forces de soutien rapide. Oui, je crois qu'on peut laisser de côté les chiffres donnés par l'ONU ou tous les organes qui dépendent de l'ONU, parce que c'est au doigt mouillé. C'est une illusion de comprendre le conflit que de donner des chiffres. C'est comme pour Gaza. Vous pensez qu'on est sur un bilan plus élevé et plus catastrophique que ce qu'on nous présente? Oui, bien sûr. Personne n'est là pour compter les morts, les blessés, les femmes violées, les enfants, etc. Personne n'est sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut trouver extrêmement problématique. Le fait que toutes les ambassades soient parties comme une volée de moineaux au moment justement où elles auraient dû être là et jouer leur rôle d'information et aussi de soutien peut-être. Donc il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas d'humanitaire, il n'y a plus personne. Et c'est une situation effectivement à contrôler. Alors, il y a toujours pire quand on pense à Gaza, évidemment, mais c'est quand même tragique de voir tout un État qui s'effondre. Quand il n'y a plus d'électricité, quand il n'y a plus d'essence, quand il n'y a plus rien à manger, eh bien tout s'écroule. C'est-à-dire que tout ce qui a été construit avec l'argent des Soudanais au fil des siècles ou avec l'aide internationale, eh bien ça disparaît. Et effectivement, ce sont des régions qui sont loin de la capitale. La capitale, il y a eu des pillages parce que les forces de soutien rapide, elles n'ont pas de caserne, elles n'ont pas d'endroit où dormir, elles n'ont pas d'endroit où manger. Elles sont obligées de vivre sur la population, de piller les magasins, de piller les maisons. L'armée, à la limite, elle a des casernes, elle a des circuits d'approvisionnement. Donc c'est surtout ces rebelles, en quelque sorte, qui font le plus d'exactions, se greffent là-dessus des problèmes tribaux, des problèmes ethniques, si on veut. C'est-à-dire que l'essentiel des forces de soutien rapide, ce sont des nomades. Ce sont des gens qui ont été victimes de la désertification, qui ont perdu leurs chameaux, perdu leurs chèvres, leurs moutons, leurs vaches, et donc qui sont disponibles et qui savent se battre. Parce que quand on a un troupeau de chameaux, on a un fusil, on a une kalachnikov, on a de quoi défendre contre les pillards. Et donc, ces gens-là, voyant la désertification, le changement climatique, finalement, a son rôle aussi là-dedans. Avec la croissance démographique, ils attaquent les paysans. Oui, on a parlé notamment de massacres ethniques visant l'ethnie massalite
commis par les forces hémétites. Oui, tout à fait. Les Massalites sont un peuple très vulnérable. Et ils sont à cheval sur le Tchad et le Soudan. Ils ont un sultan qui est au Soudan, à El Geneina, qui est la capitale un peu des Massalites, à la frontière presque du Tchad. Et là, ils ont été complètement vulnérables. Ils ont été. Il y a une sorte de coalition de tous les desperados qui étaient armés et qui ont attaqué, et qui ont attaqué surtout les femmes et les enfants, parce que les hommes ont pu s'enfuir dans les montagnes, etc. Et donc, c'est tout à fait dramatique. C'est une sorte de génocide à l'égard des Massalites. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai connu le sultan des Massalites autrefois, qui me montrait son impuissance. Il était encerclé par l'armée du gouvernement il y a de ça 20 ans. Déjà, quand on n'en parlait pas encore dans les médias, je me souviens à Khartoum d'un 14 juillet où les gens m'avaient dit... Marc, tu t'occupes d'autres conflits. Je m'occupais de cesser le feu dans une autre partie du Soudan. Il me dit, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe chez les Massalites, chez nous, à la frontière du Tchad. C'est des massacres qui n'intéressent personne. C'est-à-dire qu'ils n'ont personne pour les défendre, eux. Et donc, ils ne sont pas armés. Et les femmes s'enfuient avec les enfants comme elles peuvent au Tchad. L'armée française est présente au Tchad à 20 km de la frontière depuis l'indépendance du Tchad ou avant. Et personne ne bouge. Personne n'intervient même pour sauver ces gens qui s'enfuient comme ils peuvent. Est-ce que vous diriez qu'il y a une indifférence un peu de la communauté internationale ? Oui, très clairement. Une indifférence parce que finalement, comment choisir entre les deux camps ? On s'aperçoit qu'aujourd'hui, des pays comme les Émirats arabes unis, qui sont nos alliés, qui sont nos protégés, on a une base française à Abu Dhabi, très importante, l'Arabie saoudite, tous ces pays-là sont intéressants parce qu'ils ont du pétrole, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat, et ce sont eux qui soutiennent les rebelles, les forces de Hemeti, et non pas l'armée nationale. Et un ami soudanais me disait, mais regarde, autour du Soudan, là, tous les voisins soutiennent les rebelles, les supplétifs, les gens de Hemeti, pour des raisons diverses, mais parce qu'il a les mines d'or, il contrôle les mines d'or, il peut acheter tous les dirigeants autour en leur donnant de l'or, tout simplement. Ça s'est illustré aussi par les grandes déclarations un peu creuses du Conseil de sécurité de l'ONU qui se contente de s'inquiéter de la situation sans jamais vraiment évoquer l'éventualité d'une intervention. Mais c'est là que le conflit prend son importance, parce qu'on pourrait dire, bon, c'est un conflit comme ça, entre Africains, on va dire, ça ne nous intéresse pas. Non, il y a les Russes qui soutiennent les supplétifs, les Hemeti. Là aussi, il y a du trafic d'or, évidemment, qui joue. Et puis, il y a le fait que qui contrôle le Darfour contrôle le chemin entre la Libye et la Centrafrique. La Centrafrique, c'est le cœur de l'Afrique. À partir de là, on peut contrôler toute l'Afrique. Et puis, il y a les mines de diamants, il y a les mines d'uranium, il y a tout ça en Centrafrique. Et donc, Wagner passe par là pour contourner l'armée française qui est au Tchad et qui bloque. Alors, il y a les Chinois aussi qui sont intéressés par le pétrole du Soudan. Tous ces gens-là soutiennent les rebelles, les supplétifs. Il n'y a que l'Égypte qui soutient l'armée régulière, finalement. Et le reste, les pays occidentaux regardent ailleurs, ne savent pas comment s'y prendre, ne comprennent rien au conflit et n'ont pas peut-être même la capacité. Il y a eu des tentatives. Les Américains sont allés à Jeddah pour aider les Saoudiens à trouver une solution, parce que tout ça fait peur à tout le monde en même temps. C'est une Afrique nouvelle qui apparaît là comme ailleurs, et qui est une inconnue pour les pays occidentaux. Et d'ailleurs, signe de l'indifférence ou de l'incapacité à agir de la communauté internationale, je vous propose de regarder cet extrait de l'audition de Stéphane Romanet, directeur du centre de crise du Quai d'Orsay. Il était auditionné un mois après le déclenchement de cette guerre. C'était à l'Assemblée nationale. Il y a effectivement les risques collatéraux d'une bataille rangée entre ces deux factions, les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, RSF, avec tout simplement une seule tactique de la part des deux parties, c'est le jusqu'au boutisme, parce que la partie qui perd sait que de toute façon, elle sera anéantie. Ouais. Et donc, aucune des deux parties n'a le droit à la défaite. Et donc, au nom de cette réalité, évidemment, toutes les exactions sont possibles, toutes les conséquences
collatérales sur les civils sont possibles. Et puis on a vu aussi que ce sont des, que la soldatesque a besoin de s'alimenter, hein, et donc avec les risques de pillage. Et on a vu des scènes de pillage dans les premières journées de la crise. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de dispositif, nous n'avons plus d'ambassade. Tout le dispositif français a été rapatrié. Donc évidemment, nos capteurs sur le terrain... Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Oui, d'accord. Alors donc, dans cet extrait, il nous dit... On a quitté le Soudan très rapidement. Est-ce que la communauté internationale était plus intéressée par le fait de faire ses valises que d'essayer de comprendre et d'aider à une véritable transition démocratique dans ce pays ? Oui, je pense que la transition démocratique fait toujours peur, finalement. On préfère un bon dictateur avec lequel on peut faire des affaires à une société démocratique, pluraliste, qui perd beaucoup de temps en bavardage, je dirais. Et c'est un peu le cas du Soudan, parce qu'on s'est aperçu, après 30 ans de dictature donc militaro-islamiste, qu'il y a toutes sortes de partis politiques qui sont apparus sur la scène et qui avaient besoin de parler, de discuter de qu'est-ce qu'on veut faire du Soudan, de ce pays où il y a plusieurs religions, il y a plusieurs peuples qui sont là, il y a une histoire riche, profonde. Il y avait besoin de discuter, de libérer la parole. Mais ça, en Europe ou en Occident, on n'a pas de temps à perdre avec ces bavardages, hein, je dirais. Et finalement, que les Soudanais veulent construire un État et rééquilibrer la balance entre le centre et la périphérie, ça n'a intéressé personne. C'est au-delà, je dirais, des capacités de compréhension de nos diplomates. Et on voit là un centre d'analyse et de prévision qui on parle d'analyse et de prévision, il n'y a ni analyse ni prévision. Et donc, il y a eu un réflexe qui a été, on met tout le monde dans l'avion et on s'en va. Hein, ce qui est dramatique, parce que la France est un pays qui a prétendu longtemps avoir une politique africaine, avoir une vision du monde globale, et qui est porteuse d'idéaux, de révolution démocratique. Et là, tout le monde est parti. On n'a laissé ni journalistes, ni diplomates, ni militaires, ni humanitaires. Hein. Donc personne pour être sur place, pour témoigner, ni pour essayer de comprendre et de trouver des moyens d'accommodement peut-être, hein, d'autres sorties que cet affrontement fraternel, je dirais, entre les deux groupes. Parce que l'armée et les rebelles sont finalement du même peuple, avec la même religion, tout le monde est musulman, tout le monde parle arabe, et donc il y a une unité culturelle, et il y a simplement une compétition d'intérêt. L'Occident a été dramatiquement absent. Absent et même parfois a participé un peu à affaiblir ce pays. Je rappelle que le Soudan a croulé sous les sanctions américaines pendant des années, étant mis sur la liste rouge des pays soutenant le terrorisme par le président Clinton. Est-ce que ces sanctions, des nombreuses sanctions qui, comme vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, ne prenaient pas en compte d'autres démarches pour résoudre la situation, mais étaient plus dans l'intérêt de se débarrasser un petit peu de la situation? Est-ce que ces sanctions économiques, notamment, ont participé un peu en fragilisant le Soudan à la situation actuelle? Oh bah très certainement. Moi, j'ai connu l'Irak de Saddam Hussein. J'ai vu autant des sanctions, de cet embargo autour de l'Irak. Il y avait la famille de Saddam Hussein qui faisait des affaires, qui faisait de la contrebande, ses fils, etc., alors que le peuple, lui, subissait le poids des sanctions. Et je l'ai vu dans d'autres pays aussi en guerre. On le sait que ces sanctions, elles tapent toujours au mauvais endroit, hein, parce que les gens qui sont au pouvoir ont d'autres moyens de survivre. Donc on a, sous prétexte de pourchasser Ben Laden ou Carlos, etc., dans les années 90, on a effectivement verrouillé le Soudan au lieu d'essayer de soutenir des forces qui étaient porteuses de démocratie, de liberté. Quelle issue maintenant pour ce conflit? On voit que la population civile qui s'est battue pour obtenir, disons, la fin du règne El-Béchir, aujourd'hui est prise en otage dans ce duel, dans cette guerre fratricide qui fait de plus en plus de morts. On parle d'une rencontre éventuelle entre les deux leaders militaires prochainement. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir encore une issue pacifique dans les prochaines semaines, les prochains mois? À ce stade, certainement pas, à partir d'un accord entre les deux crocodiles qui se battent dans le même marigot, hein, si vous voulez reprendre un exemple comme ça qui est parlant. Parce que c'est ça, il n'y a aucune contradiction entre ces deux groupes.
à part le partage du gâteau. Donc, ils vont discuter, mais chacun estime qu'il n'a pas encore joué toutes ses cartes. Donc, on voit qu'effectivement, Hemeti est en train de prendre le dessus, que peut-être il y aura des évolutions, mais dans la mesure où il a les Émirats arabes unis derrière lui, des pays puissants qui l'accompagnent. On voit l'Éthiopie aussi, qui est un géant africain, c'est le siège de l'Union africaine. Eh bien, l'Éthiopie, elle est contre l'armée soudanaise, à cause du grand barrage, du grand barrage sur le Nil Bleu. Oui. Parce qu'il y a un conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie sur le grand barrage du Nil. C'est ça, et le Soudan était plutôt du côté égyptien. Les pays d'aval sont contre le pays d'amont parce qu'ils disent que le grand barrage va les priver d'eau, ce qui est à mon avis pas vrai. Mais donc, je pense qu'on n'est pas à la fin du conflit militaire. Et la question qui se pose, c'est comment arriver à faire réémerger des forces pacifiques, des forces civiles. Moi, je pense qu'on n'y est pas encore, qu'il y a des diplomates importants, respectables à l'Union africaine, des gens qui ont dirigé l'Afrique du Sud, le Nigeria, des gens qui savent. Je ne pense pas que l'ONU, par exemple, puisse intervenir de façon efficace. Je pense que ce sont des Africains, l'IGAD, c'est-à-dire la réunion des pays de la Corne de l'Afrique aussi, qui ont déjà fait, moi je les ai vus à l'œuvre, des opérations de cessez-le-feu, de maintien de la paix, qui ont réussi à faire discuter ensemble les adversaires. On n'en est pas encore là. Forcément, toute guerre a une fin, mais la question est de savoir qu'est-ce que le Soudan va devenir, ce pays grand, ce pays qui est riche non seulement de matières premières, mais aussi d'intelligence, de conscience politique chez la jeunesse, et pas seulement la jeunesse, c'est un pays qui a une intelligentsia. Moi, je me souviens, le colonel John Garang, qui a mené pendant 20 ans une guerre de libération, et qui était un collègue avant qu'il rejoigne la rébellion, et après on s'est fréquenté tout au long de son combat. Eh bien, il me disait, tu vois, actuellement il y a un Soudan et on a un problème. Demain, il y aura peut-être 2 Soudans et on aura 2 problèmes. Et il était contre la division du Soudan. Il disait le Soudan, c'est la diversité. C'est la diversité ethnique, c'est la diversité culturelle, religieuse. Et ce qu'il faut, c'est la démocratie. Que tout le monde, c'est un homme, un vote, un système très simple, qui est finalement un modèle français. Le système laïque, républicain, c'était ça. Et finalement, les Américains, eux, n'ont pas voulu ça. Ils ont opposé, ils ont eu cette vision du monde où il y avait d'un côté les musulmans, d'un autre côté les chrétiens, d'un côté les Arabes, d'un autre côté les Africains. Une vision très binaire comme ça. Et c'est ça qu'on paye aujourd'hui, finalement. Les gens du Darfour aussi, en 2000, ont demandé à avoir simplement les mêmes droits que ce qu'on était en train d'accorder aux gens du Sud-Soudan, c'est-à-dire le droit de choisir. Et jamais personne n'a voulu se séparer du Soudan. Même le Soudan du Sud, aujourd'hui, qui est indépendant, s'appelle toujours le Soudan, ce qui veut bien dire quelque chose. Les gens du Darfour ne voulaient même pas de fédération, ne voulaient même pas d'autonomie. Ils voulaient simplement être des citoyens égaux, que tous les citoyens soudanais soient égaux. Et ça, c'est une base très simple, finalement. Et c'est ça l'objectif, je pense, qui demeure encore aujourd'hui. Merci Marc Lavergne pour vos explications sur cette guerre tragique qui continue de secouer le Soudan et dont nous avons choisi de parler, de faire notre focus dans cet entretien d'actu. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Et avant de nous séparer, j'ai un message très important à vous transmettre. Le média continue la bataille de la télévision avec un objectif, être diffusé sur l'ensemble des box et des télés connectées. Nous arrivons bientôt au terme de notre campagne de dons de fin d'année. Tout est entre vos mains, vous, notre public, nos abonnés, nos sociétaires. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour nous faire des dons défiscalisés à hauteur de 66%. Vous pouvez aussi vous abonner à partir de 5 € par mois ou faire un don défiscalisé mensualisé. À ce jour, près de 86 000 € ont été collectés. Merci infiniment de nous soutenir pour un journalisme véritablement indépendant. Objectif maintenant, atteindre les 100 000 € avant le 31 décembre. Et pour cela, on compte sur vous, bien évidemment. Belle journée sur le média.